qui débute avec nos trois loustiques, j'ai envie de dire, c'est sur le banc là. En partie avec donc une programmation sur toute la journée. Alors malheureusement, avec les mesures sanitaires, on a des contraintes et on peut pas accueillir que certaines personnes. Il y a obligation de s'inscrire, etc. Donc forcément, vous êtes inscrit à certains créneaux. Il y a des visites dans les jardins. Il y a des visites plutôt en milieu naturel. Il y a tout un village d'associations du collectif d'associations Fin de Climat Biodiversité, qui est quand vous ressortez que vous pouvez le retrouver là-bas. Bien sûr, le village est producteur. Alors, pour ceux qui connaissent déjà le conservatoire, qui connaissaient un petit peu nos portes ouvertes les années précédentes, c'est la première fois qu'on fait un truc comme ça. Les années précédentes, d'habitude, ce qu'on fait simplement, on ouvre les jardins, on a nos chers collègues du conservatoire qui font des visites et puis on sensibilise à la force sauvage. Depuis maintenant l'année dernière, on s'est lancé dans une approche de thématique un peu sur les plantes sauvages comestibles, notamment par rapport à l'engouement qu'il y a un petit peu par rapport à tout ça, et puis par rapport aux impacts qu'il peut y avoir de cette pratique sur le milieu naturel. Le rôle au final d'un conservatoire, c'est connaître la flore sauvage et puis mener des actions de conservation. Une des actions de conservation, notamment, c'est pour sensibiliser à l'impact que peut avoir ces pratiques. En parlant un petit peu de tout ça, donc nous on s'est formés, notamment avec Christophe de Audy qui va arriver ensuite le chemin de la nature, qui est venu nous faire une formation et qui a fait c'est cool, je vais venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui il vient parce qu'il a envie de venir. Voilà, clairement, c'est vraiment juste sa volonté à lui. Donc on s'est formé et puis après au fur et à mesure on s'est dit mais nous l'important ici dans la démarche c'est d'une part certes il y a on fait de la pratique, on fait de la cueillette, on se retrouve, on a envie de manger des plantes sauvages, etc. Mais il y a toute une démarche aussi et qu'on a retrouvé qui s'est amplifiée au final on va dire un peu pendant le confinement, d'avoir des aspects de consommation locale. Donc nous on l'avait déjà anticipé en fait parce qu'on l'avait prévu pour l'année dernière, et donc cet aspect consommation locale, on s'est dit que nous c'était tout à fait cohérent de se dire je veux manger des plantes sauvages. En même temps, il y a un aspect commerce local, il y a un aspect responsabilité de ses choix, de responsabilité de sa consommation par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur la planète, etc. Et donc tout doucement voilà comme ça de fil en aiguille, avec ce qu'on entend, avec ce que font certaines personnes qui aident aussi un petit peu les démarches notamment de Florent, pour le citer, parce que sa démarche donne envie aussi de pouvoir mener des choses comme ça et de mettre en valeur un peu tout ce qui se fait. On a décidé donc d'avoir cette journée. Les commerçants, les artisans qui sont là, donc avec les pains des paysans, avec Grégory de Lassu qui est là aussi, avec le jardin de Autobaume, la Casseline, la savonnerie des Flandres, Zouelou, la brasserie Bellenart avec qui on a travaillé un brassin spécial avec des plantes sauvages. Il y a Poche Café également et puis les vergers de Métrenne. Donc tous ces producteurs sont locaux, sont Bailleul ou aux environs. On est vraiment resté sur un territoire proche pour montrer que vraiment en proximité on peut faire des choses. Et puis donc de travailler en invitant alors aujourd'hui autour d'une table ronde donc Grégory de Lassu qui est éleveur, mais éleveur bio d'une part, et également en lien avec nos activités parce qu'il pratique également avec ses animaux de l'éco-pâturage. Et donc ça va permettre notamment de faire de l'élevage en milieu naturel et de coupler l'aspect gestion de milieu naturel, préservation de biodiversité, et en alliant tout ça avec de la production de ces démarches-là. On a Jean-Baptiste Coquelard qui est pharmacien de base, de formation, mais aussi mycologue, botaniste, qui est aussi auteur, notamment auteur d'un ouvrage qui s'appelle Des cueillettes et des hommes. On a un peu avec des photographies et puis avec un retour sur les liens entre la cueillette et puis des chefs cuisiniers, qui vous présentera son ouvrage tout à l'heure, qui fera des dédicaces. Et puis on a également ensuite Florent Laden, le bout de chaîne j'allais dire, mais au final aussi celui qui permet que les autres puissent vivre. Alors qu'on a pour certains connu par la télé, mais pour d'autres c'est pas forcément la télé, hein, mais voilà, pour qui ça va aider. Nous on le connaît parce que enfin voilà, Florent on le connaît depuis qu'on est jeune en fait, parce que on s'est retrouvés sur des concerts, des trucs comme ça, c'est pas bon. Donc voilà.
Et puis avec un choix de cuisine locale, le travail dans plusieurs établissements maintenant, l'Auberge du Vermont, le Boom Pot, le Beer Boy, le Boom Queue. C'est bon. Ah oui. Pour l'instant, c'est ça. On n'aura pas, on verra. Et donc, de parler un petit peu avec eux, au final, de ces relations qu'il y a, le fait qu'un chef cuisinier ait besoin, notamment dans sa pratique, de mettre en valeur et d'avoir des produits de qualité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel de toute façon. Pour faire bien manger, il faut déjà avoir des bons produits. Pour que les personnes qui puissent faire des bons produits, il faut qu'ils aient de la garantie de pouvoir fournir ces produits-là. Et donc, il faut que ça marche un peu à double sens comme ça. Je vais pas en dire plus parce qu'après, le but, c'est quand même de les faire parler eux. C'est bon. Jean-Baptiste, je sais pas pourquoi. Toi, tu vois, j'ai envie comme ça. Comment t'es venu la cueillette? Comment t'es arrivé à faire ça? Salon. Ouais. Déjà bonjour à tous et à toutes et à tous. Ce beau soleil flamand des Flandres. Très honoré, très fier d'être ici parce que je répondrai à ta question après. Parce que je suis très ému d'être ici pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de monde. Alors, même si je suis pharmacien d'officine, je suis au comptoir, etc. On voit du monde dans une situation particulière, mais là je suis très heureux d'être ici, entouré de passionnés, passionnés, passionnants aussi, parce qu'il faut être les deux, c'est combiner les deux, mais bon, en l'occurrence ces deux-là sont passionnés et passionnants. Et pourquoi la cueillette? Parce que je pense des racines terriennes, petit-fils d'agriculteur. Alors Coquelard, c'est pas un nom breton, hein, c'est les origines, c'est Merville, Neuberquin, Vieux-Berquin. J'ai fait des analyses. Il y avait un Jean-Baptiste Coquelard en 1746 qui était agriculteur. Donc, c'est bon. Donc, petit-fils d'agriculteur. Et puis, j'ai eu la chance, je vais faire, de faire un peu de scoutisme, un peu de camp de survie, on va dire ça, un petit peu soft, hein. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un prof de SVT à l'époque, un prof de bio, tout simplement, sciences naturelles, en seconde, qui m'a fait mon premier herbier, qui nous a fait faire le premier herbier. Donc ça, je pense que ça, c'était un déclic. Au début, je l'avoue que c'était une démarche, c'était un mur. J'avais un mur en béton devant moi, c'est-à-dire un monde que je n'avais pas appréhendé parce qu'il y avait le côté scientifique, latiniste, la systématique. Il fallait quand même faire une recherche pas trop profonde, mais il fallait quand même aller au bout des choses, donc les espèces, etc., le genre, les familles. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, le bac et surtout la fac de pharma à Lille, où j'ai pu rencontrer mes mentors. Alors mes menteurs, ça c'est des vrais mentors, des gens qui disent la vérité, qui essaient de donner une forme de vie et de conviction. Donc il y a eu le professeur Frédéric Dupont, botaniste, et le professeur Régis Courtecuisse, mycologue, deux professeurs émérites et comment on appelle ça, référents et très pédagogue surtout. Et donc voilà. Et après il y a eu on va dire une certification pour le DU de mycologie. J'ai repassé un DU de mycologie. J'ai repassé un DU aussi à Metz avec Jean-Marie Pelt, que je pense pas qu'il doit être inconnu ici. Jean-Marie Pelt à Metz, donc le DU d'ethnopharmacologie. J'ai eu l'occasion de bourlinguer aux États-Unis pour aller étudier une plante médicinale, l'Echinacea. Et puis je suis revenu avec cette thèse. J'avais jamais pris l'avion de ma vie, donc c'était une première. Donc j'ai été 2 années de suite pour valider des stages universitaires. Et je me suis installé après au Cateau-Cambrésis. Donc c'est la ville natale de Matisse, hein, c'est en Cambrésis, à la porte de l'Avesnois. Et j'ai eu l'année dernière la chance d'écrire, je vais dire coécrire parce que je suis accompagné de chefs dans l'histoire, donc un ouvrage des cueillettes et des hommes qui m'a permis de voyager dans ces Hauts-de-France merveilleux, comme je dis, du Cambrésis à la baie de Somme, de l'Oise à la Flandre, avec Florent, avec Damien Laforce, avec Pascal Lefebvre et Jean-Marc Notelet, qui m'ont fait l'honneur en contrepartie, on va dire, d'échanges de botanique et mycologique, me faire l'honneur de recettes autour des cueillettes, hein. Donc on va revenir sur ça. La cueillette, elle doit être détendue, elle doit être aussi sans obligation de résultat parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir au final. Je ne vends pas mes cueillettes, je ne vends pas mes formations, je ne fais pas de formation. Il y a des gens qui font très bien ça. Moi, c'est
Alors j'ai emmené quand même 3000 personnes en cueillette avec la pharmacie depuis 12 ans. Au début, on était 6. Hein. Il me faisait plaisir. Il me dit, on va te faire plaisir, on va venir avec toi. Puis de fil en aiguille, et on arrive maintenant à 3000 personnes. C'est des cueillettes gratuites, bien sûr sur inscription obligatoire maintenant, avec le Covid et puis la réduction des parkings, on est obligé de, puis la sécurité, surtout pour que ce soit agréable. Donc voilà, je n'ai aucune prétention parce qu'on ne parle quand même que de plantes et de champignons. Donc je ne vendrai jamais un centime de champignons ni une plante sauvage. Par contre, s'il y en a qui veulent développer l'activité, aussi bien en cuisine que dans une démarche de production, voilà, je peux être, on va dire, conseillère, hein, mais voilà, je ne fais pas de mercantile, c'est pas mercantile. En tout cas, des gaillards comme on disait Lucie, mais des gaillards comme Florent, comme Greg, c'est des gens qui ont des choses à donner, sont des. Alors il est éleveur, j'aime bien le terme éleveur parce que élever, on va le donner dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire qu'on va élever la bête, c'est-à-dire lui donner ses lettres de noblesse pour qu'elle soit bien, qu'elle soit en bonne santé, comme c'est. J'ai vu ta démarche aussi d'aller au-delà de l'élevage, d'aller au-delà même jusqu'à la fin. Je trouve ça merveilleux qu'un éleveur, en fait, il a du mal à les quitter, mais on est tous, on va dire, ancestralement parlant, chasseurs-cueilleurs. Il a fallu se nourrir donc, au lieu de transformer les choses, faire de la chimie, ultra-chimie, faire des choses complètement aseptiques, heureusement qu'on a encore des gars comme ça et des chefs aussi pour les magnifier ces produits simples à l'origine, mais il faut donner un sens. L'assiette, c'est une histoire. Il y a des produits, il y a des gars derrière qui sont à l'origine de ces produits. Et il y a des chefs des magiciens qui vont raconter cette histoire, ce lien évident entre la nature, l'homme, son comportement et son devenir. Voilà, j'arrête parce que Floyd va me dire, putain, ce carrière, non, c'est très bien. Je ne prends pas à ta part le temps de parole. Il paraît qu'il y a un temps de parole en pleine période électorale. Donc, le temps de parole, je sais que je vous rendrai le micro, monsieur, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Voilà, Florent, je te laisse. Bonjour. Alors oui, moi je suis Florent, je suis né ici à Hasbrook, mais j'ai grandi à Boskep, donc Bailleul forcément c'était la grande ville pour moi, mais c'est un coin que je connais très très bien. Mon travail est très simple, je suis chef de cuisine, restaurateur, et j'ai à cœur de défendre la Flandre au mieux que je peux. Je suis très chauvin, je suis radical et je suis pas désolé. Peut-être un peu trop protecteur avec la Flandre, sûrement. J'ai failli m'arrêter 4-5 fois tout à l'heure sur le bord de la route pour pousser des cyclistes dans le fossé. Mais oui, c'est. Je pense qu'on a la chance d'avoir un terroir ici qui est quand même magique. Et moi, je vais faire l'histoire très courte. J'ai grandi en fait à l'auberge du Vermont, j'ai fait mes armes là-bas. Et un jour, je faisais de la carbonade flamande et je me suis rendu compte que de flamande, ma carbonade n'avait que le nom. Parce que le bœuf était élevé en Pologne, découpé en Allemagne, les oignons venaient d'Espagne, les carottes venaient de Hollande, la bière était non croate ou tchèque, voilà quoi. Et j'utilisais du pain d'épices qui était fait avec du miel de Chine, donc du miel qui n'a jamais vu d'abeille de service. Et j'ai toujours été très fier d'être flamand, pas dans le côté politique indépendantiste, mais très fier de faire partie de cette culture, de ce patrimoine. On a quand même une identité ici, et je pense qu'il faut la défendre. La défendre pas en se refermant sur soi-même. Il faut faire attention, surtout dans ces périodes d'après-crise. L'histoire peut nous apprendre qu'il est jamais bon de se recentrer sur soi-même et de se regarder les pieds après une crise comme celle-ci. Mais ouais, j'ai toujours été fier d'être flamand, et j'ai commencé à aller voir une éleveuse de bœuf à Boskep, et c'est comme ça que ça a commencé, par la carbonade flamande, qui est quand même l'un des fondamentaux de la cuisine de chez nous, et j'ai appliqué ça à tout. Aujourd'hui, on cuisine tout ce que vous mangez chez nous et fait avec des produits locaux. Donc on est en 100% de produits locaux. Pas que j'ai quelque chose contre le chocolat ou la poudre d'amande ou le poivre, juste que
je suis chauvin, je me répète, mais je suis chauvin. Et au-delà de ça, en fait, on travaille comme ça, mais c'est pas que par conviction écologique. Écologiquement, on peut comprendre très facilement qu'il est très simple de moins polluer si on consomme un produit qui a été élevé à 20 km de chez nous ou cultivé à 20 km de chez nous, plutôt qu'un produit qui a fait 5000 km pour nous donner 5 secondes de plaisir. Mais économiquement, je pense qu'on a un rôle à jouer tous. C'est un truc que je répète très souvent, et encore une fois, c'est pas de la politique, mais manger, c'est voter 3 fois par jour, et ça a un impact beaucoup plus fort. C'est un impact immédiat, et ça peut changer énormément de choses. On a été un peu infantilisé là pendant un an. Certainement pour de très bonnes raisons. Et c'est pas mon métier, j'ai aucune légitimité à parler de ça, mais je pense que ça a été plutôt bien géré. Et on a été infantilisé, on s'est posé peu de questions ou trop de questions, et on a tous tendance en France je vais faire attention à des enfants, mais à crier sur les responsables, à attendre que les changements viennent de dessus. Et on se plaint tous de plein de choses, mais on continue à donner plus de pouvoir, plus d'argent et plus d'importance à des mecs qui détruisent la planète et qui nous empoisonnent. Alors que si on choisit tout simplement de plus bosser pour ces mecs-là, de plus leur donner autant d'importance et de plus rendre plus gros les très gros, ces mecs-là devront se poser des questions. Et finalement, on n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. Et voilà, donc moi j'ai fait ce choix-là de travailler que des produits locaux. Donc ça, c'est pour la partie écologie. Économiquement, je préfère faire bosser un mec comme Greg qu'un éleveur d'agneaux. Je sais pas si on peut encore appeler ça des agneaux en Nouvelle-Zélande mais en Irlande, mais des trucs des mastodontes de 45 kilos. Et socialement aussi, je pense que c'est très important de consommer local parce qu'on a la chance ici dans notre région en tout cas d'avoir beaucoup de producteurs, d'avoir beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui se mettent à leur compte ou qui reprennent une exploitation familiale. Et ces gens-là, il faut les soutenir parce que l'agriculture, c'est un métier très très difficile. Et c'est l'agriculture qui a fait la richesse de la cuisine française. C'est pas les cuisiniers français. Un cuisinier français sera jamais meilleur qu'un cuisinier anglais ou allemand, juste parce qu'il est français. C'est juste que nous, on a la chance d'avoir des terroirs dingues. Et il faut se battre pour ça. On a la chance d'avoir des producteurs de fous dans le Nord. Et si on veut que le Nord reste aussi attrayant aujourd'hui qu'il ne l'est, faut pas faire la même chose à manger qu'à Lyon, qu'à Marseille ou à Paris. Il faut surtout pas lisser nos terroirs. Voilà. Merci Florent. Grégory, donc je suis éleveur de vaches, cochons, moutons bio depuis un peu plus de 20 ans maintenant déjà. Donc j'ai démarré à bord sur la ferme familiale et depuis j'ai déménagé. Il y a toujours la boucherie qui est à bord, mais moi les vaches et les cochons, on habite dans la Vénois, sur un espace naturel sensible où je croise des gens du conservatoire qui viennent faire des relevés, où Florent est déjà venu pour voir l'élevage et s'inspirer et voir comment ça marche, ou peut-être tu viendras bientôt faire une cueillette demain quand tu veux. Et c'est vrai que j'ai la chance d'élever des animaux en plein air, de façon naturelle, en bio. Et si je peux le faire, c'est parce que j'ai des clients, ici, qui me soutiennent, qui achètent ma viande. J'ai aussi le conservatoire, tout ça, qui me permettent de mettre des animaux dans certaines prairies. Et il y a aussi des chefs qui nous soutiennent, qui acceptent qu'on n'a pas tout le temps, que il faut, des fois, en ce moment, il n'y a pas de moutons parce qu'on va les attraper au mois d'août et là, ils courent, c'est pas maintenant. Et ils comprennent nos contraintes et ils nous soutiennent, quoi. Donc, moi, j'ai besoin d'eux, j'espère qu'ils ont un petit peu besoin de moi. Et puis, dire aussi qu'on est quand même un réseau, certes militant, on ne dit pas, mais on défend quelque chose, mais on n'est pas des militants tristes. On boit des bières, on est des copains. Il y a Bertrand, Louise aussi, il y a les pains des paysans. C'est tout un réseau qui s'entraide, mais de manière tout à fait conviviale et puis dans la humeur pour une juste cause, quoi. Alors moi en plus je suis sur de la viande, sur de l'élevage, donc c'est un petit peu un sujet parfois sensible. Alors j'ai quand même beaucoup de gens qui font l'effort de manger moins de viande.
mais de manger de la bonne, de garder le côté festif. La viande, c'est quand même barbecue, c'est les copains, c'est le roast beef du dimanche, donc c'est le côté sympa. Mais peut-être d'en manger moins, de réfléchir à ce qu'ils mangent. Et aussi les morceaux de bien les cuisiner. Moi, j'ai 4 ans d'élevage sur un bœuf, c'est pas pour que les 5 dernières minutes de cuisson, ils soient loupés, quoi. Donc, les bonnes recettes des chefs et puis son savoir-faire qu'ils partagent aussi, c'est important et on en a besoin et c'est vraiment une chaîne, quoi. Il y a l'herbe, la pâture, la vache, le chef, le cuisinier. Et puis, et vous, voilà, les gens qui consomment. On a besoin de vous et puis c'est comme ça qu'on change les choses. Après, au niveau vente, je vends à Bordeaux, je vends à Lille, on a un site internet, on a une AMAP aussi où les gens ils s'abonnent à un colis de viande tous les mois, etc. On a un stand avec les AMAPiens, ils viennent m'aider quand il y a des stands à tenir. Donc c'est vraiment une collaboration et pas du tout triste, au contraire. Ouais, merci beaucoup pour votre présentation. Alors voilà, on comprend bien aujourd'hui qu'on est dans un événement où en fait on a au final plein de monde qui se connaît. Parce que on est dans les Flandres, que on est, enfin moi je suis du coin, moi j'ai grandi à Godwarsveld à côté aussi, enfin voilà, j'étais au lycée avant, donc on est tous ensemble, on se connaît déjà très bien. Il y a un élément qui est très important et sur lequel on a vraiment envie beaucoup de travailler, c'est l'ancrage dans le territoire. Parce qu'au final, pour parler un petit peu du conservatoire, globalement, le conservatoire travaille sur la région des Hauts-de-France et la Normandie orientale, l'ancienne Haute-Normandie, sur un très grand territoire, sur lequel, au final, on se rend des comptes aussi à un moment donné que la connaissance en Flandre du conservatoire n'était pas forcément hyper... c'était pas un lieu qui était très connu, c'était des scientifiques qui sont là-bas dans leur coin, et puis voilà. Depuis maintenant une dizaine d'années, on essaye à 10-15 ans presque à travailler à cette ouverture, à essayer de montrer que d'une part les plantes sauvages ont un rôle alors, écologiquement clairement, qu'il y a un aspect maintien des espèces dans leur milieu qui va permettre de maintenir des fonctionnalités écologiques, etc. Que pour pouvoir maintenir ces espèces, il y a des zones sur lesquelles on va pratiquer du pâturage, parce que c'est le pâturage qui va être le meilleur mode de gestion pour maintenir ces espèces-là, mais que derrière, c'est des personnes qui du coup viennent mettre des bêtes, mais qu'il faut qu'il y ait donc bien cette continuité et qu'il faut qu'il y ait bien du débouché derrière, parce que eux, s'ils se retrouvent soit avec des petites parcelles et ils ont 15 000 parcelles à aller voir, ils ont des déplacements de dingue à faire, etc. Donc de comment travailler en collaboration avec ces personnes-là, et puis comment, au final, il y a du travail après de déboucher vers des chefs, vers des personnes aussi avec qui on sait que on va pouvoir avoir un impact médiatique pour pouvoir faire connaître tout ça, pour que ça ne soit pas que par les chefs, mais qu'après vous aussi directement on puisse aller acheter, consommer et préparer de cette manière-là correctement pour que les 5 dernières minutes elles soient bien. Voilà, donc on a de plus en plus les démarches de cueillette de plantes, d'alliance de plantes sauvages avec dans la préparation. Alors où on va utiliser les plantes juste pour donner un arôme, mais où on peut faire beaucoup plus que ça et on peut les utiliser vraiment en apport, je veux dire en condiment, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui a de la substance au plat, quoi, pas juste un petit saupoudrage, un petit truc. On peut faire beaucoup plus avec ça. On le retrouve, juste pour peut-être pour parler la parole à Jean-Baptiste après. On a eu notamment, et on a été sollicité par la Voix du Nord il n'y a pas très longtemps, par rapport à la cueillette sur le Mont Noir d'Ail des Ours. Et où, voilà, au final, on se rend compte. Alors, c'est délicat, hein, parce que c'est dommage, parce qu'on a des gens qui vont cueillir, qui cueillent sans respecter. Mais en même temps, moi, dans ma réflexion, je me dis, c'est quand même vachement chouette qu'on ait des gens qui se disent, tiens, je vais manger des plantes sauvages. C'est-à-dire qu'il y a quand même la connexion à la nature et qu'il y a quand même le fait de se dire, je peux y aller. Alors, il manque le comment je fais et quel impact j'ai, etc. Et est-ce que j'ai le droit? Voilà, il y a toutes ces démarches-là. Mais rien que le fait de se dire, tiens, j'ai une plante, cool, je vais la bouffer, je trouve qu'il y a déjà une démarche qui est intéressante de reconnexion à la nature. Mais il y a toutes les étapes après. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment, on a Jean-Baptiste qui est là, qu'on a ces journées qu'on fait,
hein, pour pouvoir amener un petit peu sur toutes ces réflexions, ces démarches, de se dire que je suis pas obligé d'aller au Leclerc, au Carrefour, au Faubourg 6-4, normalement, t'es chez nous, par exemple, pour aller faire mes courses, au champ. Voilà, et que on peut aller parce que il y a la Colloque des Flandres, qui est un groupement de producteurs, où on va retrouver les jardins Minotogone, Coach Café, etc., qui permet de faire de la commande groupée, et on va pouvoir retrouver toutes ces démarches-là. Et mettre en avant ces démarches-là, c'est aussi permettre à des personnes de vivre, mais c'est aussi en même temps, in fine, quand on pousse au bout, la gestion de milieu naturel, parce que on a dedans des éleveurs qui vont travailler là-dessus et qui permettent de gérer les milieux naturels. Si Greg est pas là, bah, on a des éclairs de qui pourront pas être gérés correctement. Hein, voilà, c'est tous ces liens-là aussi. Jean-Baptiste, comment tu vois toi la cueillette notamment, et par rapport à ce que moi je disais sur mon ressenti à moi, comment toi tu vois un peu les choses et puis quelles règles t'appliques? Ouais, ça c'est la réflexion. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut tout cueillir n'importe où, mais il y a une réglementation, il y a une propriété aussi du lieu, il y a des zones réservées, des zones protégées. Donc il faut se renseigner un minimum parce que sinon on va s'exposer à des sanctions. Mais ça c'est. Alors tu disais par rapport à l'œil des ours qui est très en vogue, très médiatique, toujours faire très attention. Et Christophe Devilly le dit très bien. Préserver la ressource. Et c'est vrai que c'est marrant parce on a un discours un peu similaire. C'est préserver la ressource, se dire tiens il y en a peut-être pas beaucoup, bah je vais le laisser pour pour les années futures, parce que si on prend tout, alors si on prend le bulbe, si on prend le rhizome, la racine, on empêchera la fructification et les semences. Donc il faut vraiment alors qu'on fasse ça chez soi, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que est-ce qu'on peut tout cueillir, est-ce qu'on peut tout manger dans le sauvage? Oui et non, avec les risques sanitaires. Il y a des risques sanitaires, les sols pollués, l'échinococcose, les infections parasitaires. Très attention où est-ce qu'on cueille, les douves, quand je parle du cresson. Enfin, très attention, donc avoir un minimum de responsabilité sur sa cueillette. Et pourquoi pas domestiquer le sauvage? Moi, j'allais plus dans la notion de prendre des bulbes avec des ours, les replanter dans son jardin et faire soi-même sa propre culture. Là, ça serait plus vertueux. Mais alors, parce que le risque, c'était moi, ce que je voyais plutôt, la démarche que ces personnes ont eue, c'était pour revendre. Aussi. Peut-être qu'il y avait une démarche d'arrache, on fait du business, ça m'a intéressé, on va foutre, parce que tout se mange dans l'œil des ours, ok. Donc, le côté, alors là, je me suis pas approprié le terme, mais la domestication du sauvage, est-ce qu'on pourra vraiment, véritablement domestiquer du sauvage, sachant que le sauvage a besoin de liberté, a besoin de légèreté. S'il a choisi d'être sauvage, c'est que, mais on a fait ça depuis des millénaires. La pomme de terre, le maïs, tous nos voyages, les grandes explorations, on a été chercher des légumes sauvages et on les a domestiqués, mais pourquoi pas? Alors aujourd'hui, il faut laisser un petit peu aussi le côté sauvage doit persister, mais pour cette taille des ours, si on veut encore en voir fleurir, parce que on peut, je l'ai dit, je l'ai évoqué, je disais ça à Clémence aussi, on peut aussi cueillir avec ses yeux. On n'est pas obligé de partir et de remplir son panier systématiquement. On peut cueillir avec les yeux, on peut sentir. Froissez une feuille d'algue des ours. Et vous allez sentir, c'est incroyable la fragrance. Il y a des champignons qui ont des odeurs de noix de coco, qui poussent dans notre région. On peut avoir tous les sens en éveil, la vue, l'odorat, le goût, mais on n'est pas obligé systématiquement de prévenir. Si on a peur, on peut mais au moins observer ce qu'on a sous les pieds. Et c'est pour ça que finalement, on appelle les mauvaises herbes des choses qu'on ne connaît pas, et c'est quand on ne connaît pas qu'on dit que c'est mauvais. Si madame, bon film. Non mais si. C'est quand on ne connaît pas qu'on traite les choses de mauvais. Quand on apprend à connaître, vous ne verrez plus un myosotis pareil, une allière pareil, un pissenlit pareil, une pâquerette aussi pareil. Il y a des grands chefs qui font des recettes exceptionnelles avec de la pâquerette, vous imaginez? Alors, la pâquerette, bien sûr, on fera attention, et on va la domestiquer, on va essayer de la cloisonner. L'ortie, c'est extraordinaire l'ortie, mais les orties, ça pousse partout. Réservons-lui une zone de choix dans son jardinet, dans son parc. Et puis vous aurez votre production d'ortie, sachant que c'est assez simple et vous allez vous faire plaisir, approfondir. Et je pense qu'aujourd'hui le sauvage a ça. Le sauvage, c'est la liberté. Mais aller marcher, on a besoin maintenant d'aller marcher, de reconquérir nos espaces naturels. Ça, c'est
On n'est jamais aussi bien dans la nature, et Dieu sait si elle nous le rend bien, parce que visuellement, encore une fois, sensitivement, moi, tu vois, j'ai de l'endorphine. Et je dis merci Dame Nature, c'est peut-être un peu comme ça, un peu désuet, mais finalement, quel pied. Tiens, à Flo, à toi. Vas-y. Droit de réponse. Ouais, si t'as une réaction à avoir, juste un petit truc, c'est par rapport à l'Ail des ours et par rapport à ce qui a été fait au parc Marguerite Yourcenar, c'est quand même, comme tu dis, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est bien que les gens s'intéressent à ça. Le problème, c'est que là, on va appauvrir la source parce qu'il y en a plus beaucoup finalement de l'Ail des ours comme ça en sauvage dans le coin. Il y a encore deux, trois spots intéressants, mais quitte à prendre de l'Ail des ours, autant prendre juste les feuilles, laisser les bulbes pour les années suivantes. Et quitte à prendre de l'Ail des ours, autant aller le taper chez nos voisins belges que chez nous. Il y en a plein qui est bulbe. Non. Mais si vraiment vous souhaitez de l'Ail des ours, il y a Bébert et Louise qui en vendent sur le marché. Et c'est vraiment le moins cher de toute la région. J'ai comparé, parce que je suis fan. J'ai comparé 4-5 fois. Et effectivement, c'est chez eux le moins cher. Et si vraiment vous voulez une herbe sauvage qui a une goût d'ail, il y a l'Aillère. L'Aillère, il y en a plein. Tout le monde passe devant sans savoir ce que c'est. Les mecs vont aller arracher des bulbes d'ail des ours alors que il y a de l'Aillère partout. Est-ce que tes agneaux mangent de l'ail des ours? Mais comme JB, il kiffe l'herbe aussi, toutes les plantes. Toutes les plantes. Mais la ressource, on n'en a pas parlé, mais la ressource alimentaire, les plantes variées pour les animaux et la qualité de la viande, ça joue aussi, quoi. Et après, ce sera l'occasion de notre prochaine porte ouverte, mais pour la santé des animaux, l'utilisation des plantes, etc., il y a beaucoup de choses à faire aussi. C'est vrai que je vais revenir un tout petit peu sur ce que disait notamment Jean-Baptiste et par rapport à l'aspect domestication des plantes. C'est vrai qu'au final, c'est une notion où on a très souvent tendance à dire je vais aller chercher en milieu naturel, mais pourquoi ne pas tenter de faire pousser chez soi? Alors comment je vais le faire pousser? Je vais le faire pousser en manière potager. Attends, parce que tu vas me couper et tu vas me faire commencer à me dire ce que je veux dire. et donc il y a ça, mais peut-être que cette réflexion de comment je vais faire pousser, elle peut passer non pas par faire de l'alignement avec que je vais planter et je vais faire un potager, mais de réfléchir son jardin au final comme de la mosaïque de milieu naturel sur laquelle je peux travailler et où je sais que l'Ail des ours va pousser dans tel milieu, je peux travailler en venant planter telles essences d'arbustes qui va me créer le sous-bois qui va me permettre de pouvoir faire pousser de l'Ail des ours. Parce que je sais que je veux, j'en sais rien, un nombre de plantes comme ça. Si je veux de la lierre, je vais avoir une zone plutôt un peu de friche de bord de chemin et je vais la retrouver plutôt sur cette zone-là. Si j'ai envie d'avoir du plantain pour avoir un goût de champignon, je vais venir marcher et je sais qu'au bord de mon chemin, je vais avoir le plantain et je vais pas avoir juste mon chemin, mais je vais marcher là pour créer des zones piétinées. Enfin, voilà, c'est des trucs comme ça où en connaissant les espèces, juste dans son jardin, si on a la chance d'en avoir un, encore faut-il avoir cette chance-là, ou dans un espace dans lequel on peut avoir des jardins partagés ou des choses comme ça, ce qu'on voit de plus en plus, non pas de réfléchir son aspect avec j'ai ma ligne et je cultive ça, mais de réfléchir comme du milieu naturel. Et là-dessus, je pense que un des exemples, c'est Driss, qui pratique de la culture en biodynamie. Vous retrouverez notamment des fleurs de Driss dans les pains des paysans aujourd'hui où ils font des pains avec des fleurs. Voilà, c'est de la fleur de chez Driss notamment. De dire je laisse pousser et je récolte au final ce que l'on m'offre. Et en fonction de la gestion de type de milieu que je vais créer ou que je vais gérer, je vais pouvoir avoir telle ou telle espèce de plante. Et dans ce cas-là, on est dans son jardin et puis on a du côté cet aspect-là, et puis tout l'intérêt d'avoir des milieux naturels et du coup toutes les interactions faune-flore que je vais avoir et tous les impacts que je peux avoir pour favoriser cette biodiversité. Réaction? En fait, c'est exactement ce que je pensais. Alors c'est pas du mercantilisme sur le coup, mais dans le bouquin des cueillettes et des arbres, on a commencé par le jardin. Son jardin, on commence avant d'aller en forêt, d'aller dans les talus.
on commence dans le jardin. Alors, sur le coup, c'était Philippe Toinard. Il me dit, on commence du jardin. Mais je dis, non, on fait des cueillettes sauvages. On fait des cueillettes sauvages. Qu'est-ce que tu me parles du jardin? Il me dit, écoute, quel est le meilleur moyen, le déclencheur? Le déclencheur, c'est même la petite, tu sais, le petit pot qu'on a sur son balcon. On peut mettre des aromatiques. C'est le point de départ, c'est un peu le passeport. Son jardin, on regarde ce qu'il pose dans le jardin. Une fois qu'on a appréhendé, vous avez, on a fait une liste, mais c'est incroyable. L'année dernière, confinement, 20 mètres carrés, Locato Cambrésis, 45 espèces végétales dans mon jardin. En même temps, évidemment. Et en ville, je suis en face du musée Matisse, musée extraordinaire. Il n'y a pas que des beaux musées en France, le musée de Cambrésis. Musée Henri Matisse, au Cateau. Tu connais pas, c'est un peintre. C'est un peintre. Et Bruegel, c'est un copain. Et en fait, je voulais commencer par le jardin et surtout encore, j'insiste là-dessus, sans pression. Tout le monde vous avez des yeux, vous avez un odorat, allez-y. Il faut pas être botaniste, il faut pas faire des années d'études pour avoir une sensibilité à la discipline. Si on respecte aussi le sauvage, si on va vers le sauvage, on va le respecter, on va l'apprendre, on va le protéger et on vivra mieux. On vivra mieux dans un monde qui aujourd'hui est maltraité. Mais c'est pas moi encore, j'ai pas la légitimité, je suis pas élu, je suis peut-être électeur. Alors c'est vrai que parce que je mange bien 3 fois par jour, comme dit Flo, je suis un électeur, mais je suis pas militant, même si je suis pas triste, mais on essaye de défendre. Mais bon sang, bonsoir. Extasiez-vous devant ce qui nous entoure. Il y a un petit parterre, là, il y a des choses extraordinaires. Et puis, encore une fois, c'est pas une science, c'est une science, on va dire, c'est posé, mais faut pas être scientifique pour aller cueillir, pour aller se faire du bien, pour aller herboriser, comme on dit. Et sauvegarder, voilà, et c'est du patrimoine. Et j'adore la notion de patrimoine. Je suis très patrimoine aussi vivant, mais aussi architectural, voilà. C'est pour ça que je parlais de Matisse, aussi artiste. T'es trop fou. Tiens, fou. Ouais, je sais pas comment la relation avec les producteurs notamment. Comment, par exemple, quand tu utilises de la plante sauvage, c'est de la plante que tu vas récolter, c'est les cueilleurs qui te le font, tu demandes plutôt, par exemple, à Weber ou à d'autres producteurs de le mettre en culture. Comment tu fonctionnes? Ça va dépendre des plantes. L'ail des ours, par exemple, c'est Weber. Moi, j'ai mis quelques bulbes d'ail des ours il y a 3 ans au Vermont. Merci. Et, donc j'ai mis quelques bulbes il y a 3 ans à l'auberge. Ça commence à donner un petit peu, mais voilà, comme à l'auberge, il y a quelques années, on a arraché les terrains de tennis, les cours de tennis, pardon. J'ai dégagé les canards de ma mare. Aujourd'hui, il y a des grenouilles et tout ça. C'est quand même génial. Mais il faut pas être pressé. Le temps fera son travail. Et puis, nous, finalement, on n'est que de passage. L'idée, c'est vraiment de laisser cet endroit le plus naturel possible une fois que moi, j'aurai fait mon temps là-bas. Et de faire revenir un peu la nature, parce que c'est vrai que quand l'auberge a ouvert en 1981, on n'était pas vraiment dans ces démarches écologiques, sans faire de politique, mais dans cette démarche de préservation finalement de ce qu'on avait déjà. Donc moi mon boulot, je pense, et c'est comme ça que je vois, on est de passage, on sera pas là longtemps, autant s'arranger pour faire ce qu'on peut pour se réancrer un petit peu finalement dans ce qui était notre terroir. Et la question c'était oui, le sauvage. Donc le sauvage, j'achète de l'ail des ours à Louise et Bertrand. Je fais des cueillettes. Tout ce qui est oxalis par exemple, ça je le cueille moi-même parce qu'on a plein de petites forêts. La camomille romaine, ça on va le cueillir. La matricaire odorante, on le cueille aussi parce que finalement chez nous, quand on dit on fait plus de local, c'est vite dit, mais il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé moi, par exemple le thé, le café, quoi. Donc on a arrêté le thé, on fait des infusions. Nos infusions, c'est des herbes maraîchères qui nous viennent de chez Louise, Bertrand, Driss, comme la verveine par exemple. Mais on va cueillir beaucoup de camomille. La camomille, on s'en sert aussi pour faire du kombucha, parce que tout le monde dit qu'il faut, pour faire du kombucha, il faut du thé, mais c'est pas vrai, il faut des tanins. Donc cueillir des herbes sauvages et puis utiliser les tanins pour faire le kombucha, et c'est parfait. Et on achète un petit peu, j'ai une cueilleuse sur l'île pour les restaurants lillois, Coralie. Et oui, voilà,
On va dire on doit être à 60% d'achat et 40% de cueillette, parce que la cueillette, ça prend du temps. Et parce qu'au final, on a des gens qui savent le faire, donc autant bosser avec eux, quoi. Comme à l'auberge, j'ai 2 hectares, j'aurais pu très bien avoir 2 hectares de maraîchage, mais je suis pas trop pour cette vision de chef cultivateur, parce qu'un chef qui fait tous ses légumes ne participe pas ou participe beaucoup moins à la vie économique de son terroir. Et je pense qu'il y a des métiers, chacun le sien, et j'ai pas envie de chanter le métier de maraîcher, parce qu'encore une fois, c'est les maraîchers aussi qui ont fait la grandeur de la cuisine française, et c'est quelque chose qu'il faut respecter aussi. Je voulais juste te dire, tout à l'heure, on parlait d'élevage, et c'est un truc qui me tient à cœur tant que je l'ai. Aujourd'hui, on a l'impression que manger de la viande, c'est pas bien, et c'est une vraie connerie de penser ça. Tout le monde a le droit de ne pas manger de viande, tout le monde a le droit de manger du chocolat, tout le monde a le droit de manger que des légumes, que du poisson, je sais pas si ça existe, mais voilà. Ce qui est important, je pense, c'est de faire attention à ne pas tomber trop dans ce qui est effet d'annonce et tendance. Manger moins souvent de la viande, oui, je pense que tout le monde en est conscient, mais ce qu'il faut, c'est manger de la viande de qualité. Et avant de tous tomber dans le VG, dans le vegan, dans tout ça, il faut aussi se poser une question qui est fondamentale finalement. C'est est-ce que l'agriculture française aujourd'hui est prête à ce que les gens arrêtent de manger la viande? Et la réponse est non. Parce que tout a été basé là-dessus. Sur le lait, sur la viande. C'est pour ça qu'on a fait autant de céréales, etc. Et il faut pas arrêter de manger de la viande, parce que 90% de la viande qu'on peut manger est de la viande de merde. Il faut juste se concentrer sur les 10% qu'on peut trouver en France, et et finalement c'est génial. Moi je mange de tout, je mange peu de viande. Quand je mange de la viande, je m'en souviens et ça me fait plaisir, parce que je mange de la viande de chez Greg, entre autres. Et voilà, mais on a de la chance. Encore une fois, en France, on n'est pas je vais même pas citer d'autres pays parce que ça sert à rien, mais on n'est pas dans des pays où tout a été industrialisé. On a encore la chance d'avoir de l'artisanat, d'avoir des vrais agriculteurs. Donc c'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant. Et que ce soit de la viande ou du poisson, moi, je vous invite à aller, pas trop souvent parce qu'il aime pas finalement, mais chez Greg, il dit le contraire. Mais non, mais je vous invite à aller voir chez Greg comment il élève ses bêtes, quoi. Et c'est magique. Alors oui, à la fin, désolé, je vais peut-être casser un mythe, hein, mais pour manger de la viande, il faut tuer un animal. Mais pas tout le temps. Mais encore une fois, c'est des races qui n'existeraient pas si on les avait pas consommées. Donc faut arrêter d'être hypocrite par rapport à ça. Il faut arrêter faut pas tirer sur l'ambulance, quoi. On fait de la viande, on fait aussi de la très très belle viande, et c'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant. Vas-y, je suis d'accord. Juste non, et puis dans l'équilibre quand même, nous, notamment dans la Vénois ou dans les Flandres, il y a quand même le bocage qui est important, les prairies, il y a des prairies qui sont pas labourables, c'est pâture ou rien, et s'il n'y a pas les vaches pour manger l'herbe, il y a un souci. Et le maintien du bocage, même sur des prairies labourables, pour pas qu'elles soient labourées et cultivées en patates, il faut de l'élevage, quoi. Quand il n'y a plus d'élevage, c'est remplacé par la grande culture, et on a quand même des systèmes où les haies sont importantes, ils abritent, ils font l'ombre pour les bêtes l'été, et puis ils protègent du vent l'hiver. Donc c'est un écosystème qu'on crée avec des animaux, pas beaucoup d'animaux, mais c'est un écosystème dont on a besoin, quoi. Moi, les pâtures, c'est mon outil de travail, quoi. C'est très important. Oui, et puis parce qu'on fait des fois jeter on préserve, et puis on essaie d'avancer toujours en remédier, de progresser encore là-dessus. Oui, je pense que c'est important d'avoir l'aspect préservation du milieu naturel par l'élevage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que sur la gestion du milieu naturel, on peut pas. Il y a certains types de prairies, certaines flores qu'on va pouvoir favoriser par de la fauche, d'autres où il faut faire du pâturage, parce que par de la fauche, on n'arrivera pas à préserver ce type de milieu-là. Donc il y a cet aspect-là. Il faut quand même aussi avoir à l'esprit qu'en fait les espèces végétales, notamment pour parler d'elles, mais globalement la nature a évolué depuis des siècles et des siècles avec la pratique humaine. On est cueilleurs-chasseurs depuis je ne sais plus longtemps, et pêcheurs aussi. Et donc toutes les espèces ont évolué avec cette pratique-là.
Et aujourd'hui, quand on change les pratiques, on les change extrêmement rapidement et on les change tellement rapidement qu'on crée forcément un impact sur la nature. Et donc, les pratiques d'avoir des éleveurs, notamment comme Greg, qui va pouvoir faire du mycoculturage. Alors, on a Greg, on en a plein d'autres. On a notamment le Centre régional de ressources génétiques qui travaille à mettre en relation des éleveurs et des propriétaires fonciers pour mettre en place de l'éco-pâturage avec des pressions de pâturage qui sont adaptées en fonction des types de milieux, etc. Moi, j'aimerais bien savoir comment se passent les relations justement dans le cadre entre élevage et puis conservation de la nature. Est-ce que c'est vraiment de la contrainte? Est-ce que tu es vraiment dans du bénéfice pur à chaque fois? Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Bon, il y a des contraintes, non, quand même, de respecter les dates de fauche. Souvent, c'est des petites parcelles, faut qu'il y ait des clôtures, faut qu'il y ait de l'eau, faut pas que ça se sauve. Bien sûr, il y a des contraintes, mais après, on est content d'avoir des prairies, mais en même temps, c'est aussi un beau lieu de travail. On y travaille dans les prairies, donc quand la prairie est belle, quand on fauche au milieu, bien comme ça, et entre les arbres, on est bien, quoi. C'est quand même des moments pas d'extase, j'exagère un peu, mais presque. Et du coup, c'est important. Et après, on mélange nos cultures. Moi, je m'y connais un peu en élevage. Il y a des gens qui viennent faire des relevés, tout ça, c'est des botanistes ou des choses comme ça, qui sont des pointures dans leur domaine. Et du coup, c'est intéressant parce que nous, agriculteurs, ça nous ouvre sur d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres savoir-faire. C'est intéressant. Et puis, on évolue. Alors, moi, j'étais parti sur des Highlands parce que la Highland, c'est une vache qui est utilisée en marais. Ça se débrouille. C'est hyper rustique. Entre deux, j'ai fait un peu d'angus et là, je monte une petite troupe de flamandes parce que, bon, on rencontre le cerf. J'ai dit, mais des flamandes. Moi, je suis éleveur, je vais élever une flamande, je vais la soigner, pas de problème. On sait faire, quoi. Et du coup, je monte une petite troupe de flamandes aussi, et du coup, ça permet de monter un peu la flamande, et puis, donc tout ça, on s'enrichit, on se diversifie, et même si c'est pas de l'argent, si tu veux, il y a quand même un enrichissement qui est divers. Alors, on a encore un tout petit peu de temps. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de poser des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de demander? Dans ce cas-là, en fait, en gros, la question, c'est j'ai envie de cueillir, mais en gros, comment je fais pour le faire correctement, globalement? Oui, alors je vais vous dire, c'est une très bonne question, parce que c'est ce que je disais, cueillir, savoir quoi cueillir, et comment et où. Parce qu'il y a un droit en forêt, il y a des forêts domaniales, il y a des bois privés, il y a des forêts communales. Donc j'en parle aussi dans le livre, j'en parle un petit peu de ce droit fondamental. Alors il y a le chose simple, c'est de se renseigner, mais passer au-dessus d'un barbelé, franchir une grille, en général c'est pas quelque chose de il y a une propriété, il y a un type de propriété. C'est comme les rosés des prés, les agarics. On me dit, je vais au rosé des prés, mais il y a l'agriculteur qui est arrivé avec son tracteur. Vous m'avez demandé de poser la question. Ah non, mais bon, à un moment, ça s'appelle de la politesse. Et puis en forêt, il faut faire attention parce que, encore une fois, il y a des zones de chasse. Alors, moi, je suis pas anti-chasse, parce qu'il faut une régulation de la faune. Mais il faut faire attention aussi, parce que est-ce qu'on peut cueillir, mais est-ce qu'il y a la bonne période? Parce que si c'est pour se retrouver, alors, avec des chasseurs, ou un sanglier qui nous passe dans les pattes parce qu'il a été apeuré à 200 mètres plus loin. Faire très attention aux zones de chasse aussi, parce que et puis il y a aussi même des chasses à l'arc. Alors là, c'est incroyable parce qu'on n'entend pas du tout, on n'entend rien. C'est en Colombie, encore pré-Colombie, non mais en Amazonie, il y a du cuir au bout de la flèche. Mais alors, je réponds à la question. Donc, est-ce qu'on peut cueillir? Il y a des zones, par exemple, vous parlez de plantes, de champignons, généralement. Mais vous savez, on a un peu cerné. Oui, il y a des zones, il y a des propriétés, des bois privés. Encore faut-il, en général, c'est marqué, mais c'est pas marqué à tous les mètres. Hein. Mais oui, et puis il y a la quantité aussi à prélever. Il y a des gardes de l'ONF qui peuvent venir vous voir en disant, alors la quantité des champignons, c'est en seau. C'est un seau de mieux. Alors, sachant qu'il ne faut pas prélever, comme je dis, ne prenez jamais de sac plastique ni de sang plastique, mais il faut estimer en seau. C'est une histoire de seau. Alors, non, il faut avoir son panier. Donc après, si vous voulez, c'est encore une fois préserver la cueillette, éviter aussi le vol et le marchandising, parce qu'il y a des gens qui mercantilisent parce qu'ils viennent piller nos forêts. Bon, pas trop chez nous parce que c'est plus dans les zones typiques. Donc là, encore une fois, il y a une police, il y a une régulation, il y a les gardiens de l'environnement qui peuvent
aussi vous. Donc renseignez-vous. Alors là, c'est peut-être quelque chose de basique, mais aujourd'hui, les gens ne se renseignent plus. Ils prennent plus le temps de préparer une balade ou une cueillette. Renseignez-vous. Il y a le conservateur qui peut vous orienter. Et encore aussi, il y a des zones protégées. Il y a des gens comme eux, je les félicite parce que on parle que de nos gueules, mais il y a des gens ici, il y a Clémence et Thibaut, on a été avec eux, moi ça m'a touché, leur démarche. Ce qu'ils font ici, le conservateur national, rappelons-le, c'est un conservateur national, c'est une référence hexagonale. Donc moi je suis très fier d'être ici parce qu'un outil comme ça, pour la pédagogie, pour les gamins, pour les enfants, pour les générations futures, c'est fondamental. C'est fondamental. Il y a des jeunes aujourd'hui, c'est pas des vieux poussiéreux, des vieux profs poussiéreux, énervants et déprimants, et c'est des gens pleins de positivité. Et je tenais à la remercier parce que pour faire un événement comme ça, la sortie d'un épisode sanitaire terrible, franchement, il faut être courageux parce qu'ils ont eu beaucoup, et je pense qu'on peut les applaudir. Il y avait ça, et c'était aussi l'anniversaire de Florent, donc bon anniversaire Florent. Je vais juste rajouter, il y a un truc aussi très simple, c'est quand on va cueillir, en général, quand on va sur un site, il y a un panneau à l'entrée du site, et quand on lit le panneau, souvent il y a un truc où c'est marqué cueillette interdite. Mais voilà, tout bêtement, vous allez sur le site du Mont Noir, on rentre sur le site du Mont Noir, il y a systématiquement un panneau, cueillette interdite, vélo interdit, hein, et ça, en fait, très souvent, on a tendance à rentrer sur le site et juste à même pas le regarder. Donc, voilà. Et d'anticiper, de préparer, de prendre le temps de regarder où on va. Et maintenant, on a tous les outils qu'il faut pour réussir à retrouver sur tel site, si on est sur une réserve naturelle nationale, régionale, sur un espace naturel sensible. On peut le retrouver. Et après, encore une fois, il ne faut pas hésiter à le demander aussi à des structures comme la nôtre ou à regarder sur des sites qui ne sont pas des espaces naturels aussi. Voilà, on peut retrouver les choses. C'est vrai qu'après, aujourd'hui, on a tellement en même temps d'espaces, de typologie d'espaces naturels préservés avec chacun leurs règles, etc., qu'il faut réussir à croiser un peu tout ça. C'est pas forcément toujours évident. De se dire là-dessus, là je peux pas. Là, ah ouais, mais là je vais cueillir de la salicorne. Alors la salicorne, si je suis particulier, c'est telle règle. Si je suis professionnel, c'est telle règle. Ah voilà, on a en plus des contraintes. Ah ouais, mais là je suis dans le Nord. Et puis là, je viens de passer en baie de Somme. Tiens, j'ai plus la même argumentation non plus. Enfin, voilà. Donc il y a effectivement des problématiques. Et c'est là où ça montre qu'on peut le faire, mais il faut prendre le temps de préparer ce qu'on va faire et que ça soit pas juste un acte. Voilà. Faut pas être des sauvages pour cueillir du sauvage. Ok. Et quoi qu'il en soit, en fait, si vous cueillez, vous ne prendrez jamais des quantités dingues. Et juste un petit conseil de par mon expérience, on n'est pas obligé de s'enfoncer très très loin en forêt. On n'est pas obligé d'aller dans des grands espaces sauvages naturels pour trouver des choses intéressantes. Ici en Flandre, sur les petites routes, c'est hallucinant le nombre de plantes comestibles qu'on peut trouver, qui forcément ne sont pas protégées, sur des sites qui ne sont pas protégés. Il faut juste faire attention au champ qui est à côté, voir un petit peu ce qu'il y a, mais ça se voit très facilement. Mais même le long, là en marchant, là, je me suis garé sur les parkings, le long de la petite route, là, près des riverains, il y a énormément de choses à manger. Donc on n'est pas obligé de se dire tiens, on va aller dans une proche d'une réserve naturelle pour trouver quelque chose. Les champignons, c'est pareil. En lisière, souvent, on en trouve plus qu'au cœur de la forêt. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Autrement, on s'arrête là pour pouvoir poursuivre. Très bien. Écoutez, je vous propose de conclure tranquillement, comme ça après il y a d'autres activités, d'autres visites qui commencent, etc. Je voulais vous remercier, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie de rester avec nous, et puis on aura le plaisir d'aller faire une sortie justement pour montrer des plantes comestibles juste là, sans aller dans un truc de dingue, mais voilà, juste au bord et se dire que tiens, il y a des machins là comme ça que je peux retrouver. Florent nous quitte parce que comme Jean-Baptiste a balancé, c'était son anniversaire, il voulait faire un peu la fête. Normal. Et puis Greg, vous le retrouvez sur son stand de vente. Voilà, moi je vous remercie vraiment énormément de votre venue. Et puis après on continue de toute façon à travailler ensemble, à se revoir, à se faire des trucs. Et puis merci beaucoup à vous pour votre participation.